Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. À l'origine, je voulais faire un vlog, mais étant donné que j'ai presque terminé le livre, ça va être un vlog, pas très vlog, mais vous ne m'en voudrez pas. Sans plus de teasing, nous sommes en train de lire Emils d'Emmanuel Chastelière, qui est la prochaine sortie de chez Argile. Il sort le 9 juin et j'aimerais sortir cette vidéo le mercredi 7 idéalement, de manière à ce que vous puissiez peut-être trouver un avis lecture, en tout cas a priori 3 avis lecture, puisque je pense que Juliette et Pénélope ont toutes les deux filmé ou vont le faire aussi sur cette lecture que nous avons fait ensemble, bien que Juliette nous ait bien devancée puisqu'elle l'a terminée depuis quelques jours et que nous, il nous reste 150 pages, quelque chose comme ça. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal annoté. Mais dans ce premier plan, et voilà, parce que je pense qu'il va y avoir 2 plans du coup, dans ce premier plan, je vais vous faire le résumé et vous dire très rapidement ce que j'en pense, et je vous ferai un point lecture terminé où je prendrai le temps de poser peut-être un petit peu plus les thématiques et éventuellement certaines analyses. Mais je ne veux pas tout faire d'un coup, je vais essayer de découper un peu pour vous donner mon avis en cours de lecture quand même, qui peut évoluer parfois quand on a terminé et voilà, et que ça décante un petit peu. Voilà. Donc dans Emils, on suit le personnage sans grande surprise d'Emils, qui est une jeune princesse ibère, donc a priori d'Espagne, qui va se marier avec Hannibal Barca, qui est un général de guerre carthaginois. Donc Carthage, c'est une ville / royaume de Tunisie. Je ne sais pas dans quelle mesure, enfin c'est une ville, c'est une certitude, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est plus ou moins un royaume, puisque si on compare plus ou moins à la même époque avec Rome, Rome est une ville, mais c'est beaucoup plus étendu que juste la ville, donc je ne sais pas trop. Toujours est-il que Carthage et Rome sont en guerre pour contrôler le bassin méditerranéen et cette zone géographique. Donc on va retrouver ce personnage féminin qui est, je trouve, assez intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà d'une part, elle fait partie des oubliés un petit peu de l'histoire, hein, c'est-à-dire qu'elle fait partie de ces femmes qui sont avant tout une femme d'eux et qui sont une mère d'eux éventuellement, mais qui n'existent pas en tant qu'individu et en tant que personne. Et le choix de l'auteur met en avant ce personnage et c'est très chouette, et c'est un petit peu dans cette lignée en ce moment de réécriture mythologique et historique antique surtout, autour de figures féminines un peu oubliées alors que importantes malgré tout, et c'est très chouette et je ne peux que encourager ce genre de démarche, surtout quand c'est bien fait, et je trouve que c'est le cas ici. Donc le personnage d'Emils, à l'origine, vit dans le royaume avec son père, dans le royaume de son père, et très rapidement dans l'ouvrage, elle épouse Hannibal et elle part avec lui, bien évidemment, et à un moment donné, encore une fois assez rapidement, donc je ne m'avance pas trop dans l'histoire en vous disant ça, il va l'envoyer à Carthage auprès de sa mère à lui, donc de la belle-mère d'Emils, et lui va partir en guerre. Il ne veut pas qu'elle l'accompagne, et même si elle aimerait bien, mais il ne lui laisse pas le choix, il l'envoie avec un de ses gardes en qui il a toute confiance, chez sa mère, voilà. Donc Emils qui éprouve certaines difficultés identitaires de par ce mariage, de par cette sensation d'avoir été déraciné, de changer de croyance, de Dieu, de tout ce que vous voulez. En plus de ça, est séparée de son époux pour être envoyée dans une ville qu'elle ne connaît pas, où elle ne connaît personne, où elle ne connaît pas la langue, pas les coutumes, elle ne connaît pas sa belle famille, elle ne sait pas à quoi s'attendre. Et c'est l'une des grosses thématiques sur lesquelles je reviendrai, que j'ai trouvé très intéressante. J'aime beaucoup le personnage d'Emils parce que c'est un personnage qui est différent de, je pense, beaucoup d'autres femmes, bien qu'on en rencontre certaines très chouettes, mais qui est différent par certains aspects de sa personnalité, mais qui n'est pas pour autant ce qu'on peut appeler une femme forte. En tout cas, ça l'est, mais pas dans l'imaginaire commun qu'on a aujourd'hui des femmes fortes. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de faiblesses, elle a beaucoup de points faibles, elle n'est pas manichéenne, elle a des qualités, des défauts, et ce tout fait que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, parce que je la trouve assez réaliste, et je la trouve assez concrète et palpable en tant que personnage, ce qui est évidemment une qualité au livre, parce que c'est pas toujours le cas, hein. Souvent ça arrive régulièrement qu'on ait des personnages qui soient un petit peu trop quelque chose pour sembler réaliste. Alors dans
certaines réécritures, c'est pas tellement dérangeant parce qu'on est sur des dieux, des déesses, etc. Donc c'est normal. Mais là, vu qu'on part sur un personnage ayant existé, c'est très chouette et c'est très bien fait. J'aime beaucoup Ymils, j'aime beaucoup ses problématiques, j'aime beaucoup les choses auxquelles elle doit faire face et comment elle réagit à tout ça. Et surtout, j'aime énormément son humanité parce que c'est un personnage qui est une princesse, qui est une future reine a priori, hein, puisqu'elle est... Enfin, est-ce qu'on peut dire reine? Je sais pas, son mari est général, mais en tout cas qui fait partie de la très haute noblesse et qui reste très humaine et qui reste très proche de ses émotions et de ses sentiments et de son humanité et qui ne se démarque pas des autres humains de par son statut. Et ça vient aussi, je pense, de là d'où elle vient et de son éducation. Parce que si j'ai bien saisi, en Ibérie, on n'est peut-être pas aussi... On n'a peut-être pas une... Comment on appelle ça? On n'a peut-être pas des castes aussi marquées avec autant d'écart. Mais bref, donc pour le moment, c'est une lecture que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que l'auteur et décrit très bien ce personnage qui est féminin et ses problématiques. À mon avis, il a eu de l'aide de la part de femmes, peut-être de son entourage ou peut-être avec qui il travaille, et c'est très très bien et c'est ce qu'il faut, hein. Je veux dire, je vois pas l'intérêt d'inventer totalement des choses qu'on ne connaît pas. Autant demander à des personnes concernées qui savent, voilà, et qui peuvent vous aider à écrire. Ça rend ce livre à la fois assez... Il n'y a pas tant d'action en fait, mais en même temps, on est sur une histoire et des thématiques très sociales, très humaines, et il n'y a pas forcément besoin d'action. Donc, je ne vais pas plus rentrer dans les détails. Comme vous pouvez le voir, j'ai relevé beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et là, j'en suis, en tout cas avec Pénélope, on en est à un moment où il se passe vraiment quelque chose. Pour le coup, on rentre un peu dans l'action et je suis curieuse de voir où ça va. On a beaucoup de personnages féminins, ce qui est aussi à noter parce que c'est pas forcément le cas, même si on a pas très souvent des réécritures de femmes, on n'est pas forcément entouré de beaucoup de femmes, et là il y en a quand même pas mal. Et puis, alors c'est sûrement dû au fait que c'est la guerre et que la plupart des hommes sont partis en guerre, hein, mais c'est très chouette et ça permet de nuancer un petit peu ces personnages féminins qui ne sont pas toutes d'accord, qui ne sont pas toutes dans le même état d'esprit pour plein de raisons. Encore une fois, j'y reviendrai. Voilà, donc c'était juste pour introduire cette lecture qui me plaît beaucoup, que je trouve très chouette et que je suis ravie que les filles m'aient pris à West-Hurlan et qu'elles me l'aient fait parvenir pour que nous puissions le lire ensemble. Voilà. Donc on en reparle très bientôt puisque je pense très concrètement que mardi ça sera fini. De toute façon il faut puisque je voudrais poster ma vidéo mercredi. Donc a priori je pense qu'on terminera ça mardi et que je vous ferai un avis final. Voilà. Donc je ne vais pas plus m'étendre, ça sert à rien de parler plus pour le moment. Je vais vous laisser et on se retrouve dans quelques instants pour mon avis final. Coucou. On a Pénélope qui est toute fraîche et moi qui suis plus cuisante. Ah, toute fraîche, il est 23h40, hein, je suis fraîche comme je peux être fraîche à cette heure-ci. Mais on vient parler de ça. Oui, il est où le mien? Il est là, attends. Parce que le mien, il a des petits... Ah mais oui, tu l'as annoté de partout. Moi, il est tout blanc. Il est beau, j'ai vraiment cette couverture, je Ouais. suis très très fan. C'était cool, il y avait des moments où c'était un petit peu plus lent et on savait pas trop où ça allait. Alors, je l'ai beaucoup comparé à Lavinia parce qu'à mon sens, c'est un peu quand même le même principe de réécriture mythologique en ciblant une nana de laquelle on ne parle pas franchement. Et en plus, il y a une guerre et en plus, enfin, il y a pas mal de trucs qui se répondaient un petit peu, je trouvais quand même. Lavinia était peut-être un peu plus directrice en termes de narration, mais après, c'est parce que c'était pas tout à fait construit de la même façon. Là, il y avait des moments où je savais pas trop où ça allait. C'était très agréable à lire. J'ai beaucoup aimé le style et comment c'était construit, mais il y avait des moments où j'étais là. Je ne sais pas où ça va. Je me laisse porter. Pas vraiment d'intrigue à proprement parler. Ça va pas être un récit d'aventure, Voilà, c'est... Mais effectivement, mais un peu, effectivement, comme la plupart des réécritures de ce genre, avec des femmes qui sont mises en avant, c'est qu'elles, elles sont pas dans l'action. En fait, c'est drôle parce que ça change de point de vue. Ça veut dire que ce qui est normalement l'action se déroule hors champ. T'es dans les coulisses un petit peu de... T'es toujours un peu dans les coulisses de la guerre et tout, parce que les femmes, en fait, elles font plein de trucs en coulisses. Ouais, et tu vois les choses rapportées et les magouilles politiques qu'ils font pour faire avancer la guerre d'une autre façon, finalement. Et la place d'Emils dans tout ça et que c'est sa vie, en fait, en tant que femme d'animal quand il est pas là et que juste... il y a qu'elle, quoi. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Imis. Je l'ai trouvé
je l'ai trouvé beaucoup plus réaliste dans le sens comme on pourrait rencontrer quelqu'un dans la vraie vie que les autres réécritures qu'on a lues précédemment, où malgré tout, tu es sur des femmes un peu héroïques. Ouais, elle était Elle est plus vraisemblable, plus proche à ce niveau-là que de nous, enfin, dans les décisions qu'elle prend et dans... Effectivement, elle est pas hyper héroïque, elle est pas hyper courageuse, cela étant dit, elle fait quand même des trucs assez En fait, courageux, mais c'est pas un courage très démonstratif. oui, c'est un vrai courage, mais à notre échelle, à nous, humains réels, et pas sur une échelle d'héroïsme un peu comme héros grec, quoi. Globalement, c'est un bouquin qui est très réaliste à plein de niveaux. Il y a des moments où il se passe pas grand-chose, c'est ça aussi, c'est très réaliste dans ces moments-là, et où c'est des tranches de vie, et on voit juste sa vie au quotidien. C'est très réaliste dans la représentation de la guerre pour les gens qui sont en arrière-ligne et qui font juste la politique pour que la guerre continue ou pas. Et ouais, ce que ça a comme influence pour eux, c'était à plein de niveaux. J'ai trouvé ça hyper réaliste, et tu sens que c'est très très bien sourcé historiquement à ce niveau-là, parce que tout est hyper concret. Il y avait peu d'hommes, finalement, dans cette histoire. C'est vraiment une histoire de femmes qui fait 2-3 hommes, mais qui sont pas au cœur vraiment des choses. Et du coup, tu te retrouves avec des personnages féminins, en fait, en avant et principaux. Et encore une fois, c'est hyper cohérent avec le fait d'être en arrière et de ne pas être à la guerre de manière directe. Effectivement, il y a peut-être 3 personnages masculins importants, à peu près, 3 ou 4. Ouais. Et il y en a que tu vois pas, et après il y en a qui sont importants mais que tu vois pas en fait, quasiment. Je pense que la différence avec Lavinia, où aussi tu as pas mal de femmes, c'est que ici, elles sont quand même toutes importantes. Alors, forcément, Enid, c'est mis en avant, c'est son histoire, mais elles sont pas pour autant insipides, et c'est pas que des esclaves qui viennent et qui passent, quoi. C'est des esclaves qui sont importantes, mais ce que je veux dire, c'est pas des personnages de fond. Il y a vraiment des personnages féminins qui sont toutes partie prenante dans l'histoire, et en fait, du coup, il y en a vraiment pas mal, puisqu'il y a Emils, il y a sa belle-mère, il y a sa belle-sœur, il y a sa cousine, c'est déjà 4, il y a l'esclave de sa cousine, il y a la servante d'Emils, que j'en oublie. Après, il y a un petit peu plus secondaire, il y a la mère des gamins. Et puis la petite fille, là, t'en as parlé, l'orpheline. T'as raison. Là, comme ça, juste en 2 secondes, on trouve 9 personnages féminins. Oui, alors que dans Lavinia, il y avait Lavinia et sa mère, quoi, globalement, qui étaient vraiment très représentées. De la servante, mais ça s'arrêtait là. Non, c'est clair que là-dessus, c'était très riche, et c'était des femmes qui étaient différentes aussi dans leur construction et dans leur façon d'être. T'as la mère d'Hannibal qui est très... la matriarche, et avec tout ce que ça implique de positif ou de négatif, en l'occurrence par rapport à Émile, c'est sur sa vision de son fils, etc. T'as les différentes servantes, les esclaves qui ont d'autres points de vue, la petite orpheline aussi, enfin plein de constructions de personnages féminins différents. Sabrata peut-être. Les noms, ça me... Mais qui avait tous des points de vue différents sur plein de trucs et une construction différente, et c'était... J'ai trouvé en plus que ce qui était fort quand même au final, c'est que même celles qui sont a priori pas sympas, parce que t'épouses le point de vue d'Emils, mais elles sont pas mauvaises, elles sont pas... j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment un personnage féminin profondément méchant et blâmable. Elles ont toutes leurs objectifs, et juste si l'histoire suivait une des autres, bah, t'épouserais le point de vue d'une autre, ses motivations, et tu pourrais les comprendre. Et je pense que c'est parce que Imis les comprend, en fait, comprend leurs motivations et comprend leur point de vue. Et du coup, comme t'es de son point de vue, bah, tu comprends aussi, tu t'adhères pas parce que c'est pas le point de vue que tu suis, et que c'est pas comme ça que tu vois les choses par rapport à elle, et du manière générale. Mais elle comprend quand même un certain nombre de choses par rapport à leur façon de fonctionner. Je trouve que la manière dont ça a été construit, dont l'auteur a construit ça, tu sens qu'il y avait vraiment une volonté de vraiment créer des personnages féminins, comme tu disais, qui étaient différents, qui étaient réalistes,
pas paniquer, hein. Ouais, c'est pas manichéen Ouais. et qui sont pas critiques les unes envers les autres non plus, comme peuvent l'être un certain Oui, ils nombre de sont pas personnages féminins classiquement. Là, il n'y a pas du tout de ragots ou de trucs comme ça, ou de monter les unes contre les autres, etc. Il n'y a pas du tout ces dynamiques de pouvoir-là. Il y a des dynamiques de pouvoir, mais qui sont pas féminines, entre gros guillemets, pas très amélioratifs, mais des fois, t'as vraiment les cours de femmes qui se montent le bourrichon, etc. Là, c'était pas du tout le cas. Non, non, franchement, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé qu'il avait. Enfin, l'auteur, il a quand même réussi à créer un certain nombre de personnages. Il y en a quand même beaucoup, quoi. Et à ce que tous soient utiles, en tout cas, voilà, soient pas transparents. Enfin, il y en a forcément, mais c'est des personnages secondaires qu'on croise rapidement. Mais je veux dire, t'as quand même beaucoup de personnages en premier plan qui sont pas en carton, quoi. Je veux Ouais, dire, tu sens qu'ils ont une consistance et qu'ils ont un avant, ils ont un après, ils sont pas juste là pour faire tu. Et tu t'en souviens après, même si bon, les noms c'est un autre souci, mais tu te souviens de leur essence, quoi. puis même l'écriture de manière générale, je trouve que c'était hyper bien écrit. Ouais, c'était très chouette. Bon, au début, j'ai plus relevé parce que après, je voulais savoir l'histoire et que j'étais moins concentrée sur la forme. Mais genre, j'ai trouvé des phrases entières avec une vraie rythmique, vraiment un jeu sur les sonorités. Et puis elle est agréable parce qu'elle est pas trop lourde et à la fois il se passe des choses et non, c'est bien, et c'est un bon équilibre et ça fonctionne bien en plus avec l'ambiance et je trouvais que l'ambiance était très très chouette aussi sur Emile, que tu sens très enfermé et qui se libère de certaines façons, etc. Et tu le ressens un petit peu, je trouve, dans l'ambiance et tout, donc c'était pas mal, oui. Mais c'est ce que j'ai regardé tout à l'heure, après qu'on ait terminé. J'ai relu les premiers chapitres et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une construction qui était quoi, circulaire. Enfin, je veux dire, ça se termine comme ça commence. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, mais ça commence au tout début, on ne spoil rien, hein, c'est le premier chapitre, quand elle est avec son cheval dans la forêt et qu'en fait elle est en quête voilà, d'espace, de liberté, d'espace pour elle, etc. Et je trouve que ça se conclut, tu vois, il y a toute une espèce de quête qui amène à une volonté de se libérer, plus définitive qu'au début, puisqu'au début elle s'enfuit un peu et qu'elle joue un peu à cache-cache, et voilà, mais et en fait, je trouve que tout le récit, il est bien mené. Le fil rouge de tout ça, c'est la liberté. Tout du Je suis d'accord. Et la liberté des femmes est à plusieurs niveaux. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu en message, mais les passages sur la liberté d'enfanter, de ne pas enfanter, sur l'avortement, sur la liberté de choisir d'une manière générale quoi faire de son corps et tout, c'était génial. Et il y a le passage où elle en parle directement, je crois que c'est à la mère d'Hannibal dont le nom m'échappe, parce que voilà, il est incroyable ce passage. Au début, elle en parle avec Sabrata, qui est une prêtresse, et tout à l'heure je regardais ça, j'étais en train de relever ça, elle lui dit, c'est au début, hein, c'est au tout début, enfin c'est dans le premier quart. Les hommes ne comprendront jamais que l'on opte pour ce choix, mais beaucoup de femmes non plus. C'est votre décision. La ville compte déjà assez de malheureux. Oui. Elles ont une grosse discussion sur ça, sur avoir des enfants ou pas, parce que en fait, ce qui est dit à un moment donné, justement, comme tu disais, quand elle en parle avec sa belle-mère lui dit, mot pour mot, l'histoire ne devait vous retenir qu'en tant que mère, ne doit vous retenir qu'en tant que mère. Et en fait, il y a vraiment une grosse discussion autour de ça, et encore une fois, c'est très drôle, ça, ce côté un peu comme dans la Vignale, de regard sur l'histoire, où tu as ce rôle des femmes attendues, qui ne sont que des mères. Je veux dire, même le fait d'être épouse, c'est dans l'objectif d'être mère, en fait, hein, concrètement. Et tu as ce recul qui est pris sur ça et sur la maternité, et en fait, qui est hyper réaliste, parce que c'est évident que même en l'an 600, les femmes cherchaient des moyens de contraception, cherchaient des moyens d'avortement. Enfin, je veux dire, c'est évident que c'était une vraie problématique, je pense, dans la vie des femmes de manière générale. Et puis elle disait que qu'en avoir en temps de guerre, c'était pas ce qu'elle souhaitait non plus. Il y avait aussi toute cette question-là du bon moment et de la bonne volonté, etc. Enfin, c'était sur le choix d'enfanter ou non, c'était hyper intéressant. C'était hyper intéressant aussi que Hannibal est d'accord avec elle au tout début.
il lui dit qu'il aurait aimé, enfin, qu'il aimerait qu'elle soit enceinte. Mais pas maintenant, ou un truc comme ça. Mais qu'il ne veut pas, il ne veut pas donner en héritage la guerre à son enfant. Lui a hérité de son père. Oui. Que Hannibal, en fait, on le voit un chapitre au début, et après, il n'est qu'une voix rapportée. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce qu'il y a un travail autour de ce personnage dans le regard d'Imil, ce qui est hyper intéressant. Et en fait, tout le monde, enfin, genre sa belle-mère et tout, ne fait que parler pour lui. Tout le monde parle pour lui, et en fait, lui, il n'a plus jamais de voix ensuite. Mais il brille littéralement par son absence. Il est plus présent, absent que quand il était là avec elle, en fait. Il a plus de place dans sa vie que quand il n'est pas là, que quand il est là. Parce qu'en plus, quand il est là, à plusieurs reprises, il est défini par son regard hagard, son absence, voilà. Voilà, c'est un personnage qui est... Et d'ailleurs, c'était très chouette aussi, ce passage où elle dit que pour elle, en fait, il est devenu comme Achille est aimé. C'est-à-dire qu'il perd en humanité. Une espèce de légende. Il est évacué du récit, quoi. Ouais, il a une espèce de fantôme, une espèce d'ombre sur le truc et sur sa vie, et qui a juste des conséquences dessus, mais sans y prendre aucune part, finalement. J'ai trouvé que leur relation était... on peut pas dire qu'ils ne sont pas fréquentés beaucoup, hein. Je crois qu'ils sont restés 1 an ensemble, enfin physiquement ensemble, je veux dire. C'était pas une relation négative, quoi. Ça n'avait pas l'air d'être... il y avait quand même... Il avait l'air d'être assez respectueux, enfin, sur certaines choses, etc. Non, il parce que lui dit, je me souviens de ça aussi, qui faisait que c'était un personnage intéressant, c'est qu'elle lui dit, elle veut venir avec lui à la guerre, et elle lui dit, mais vous me considérez comme plus faible que ce que je suis, ou un truc comme ça. Et il lui dit, ne croyez pas que je sous-estime les femmes. Il est peut-être plus du côté d'Emils que tous les autres, pour plein de raisons. Mais comme il n'est pas là pour donner son avis, et ben les autres choisissent d'interpréter ce qu'il aimerait pas, etc. C'est plus la belle-mère qui s'exprime, en tout cas à sa place. Ah bah oui, elle s'exprime beaucoup. J'ai bien aimé la belle-mère quand même parce que, enfin, bien aimé, c'est un grand mot, bien aimé, je sais pas, mais enfin, il y avait quand même un petit truc avec elle, je trouvais, parce que tu sens bien que elle n'est pas du côté d'Emils, mais elle n'est pas forcément contre Emils, elle est pour ses enfants. Non, c'est ça, ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était un personnage hyper intéressant parce que c'est vraiment la matriarche qui n'a que le bonheur de ses enfants en tête et qui s'est un peu oubliée là-dedans aussi, hein. Globalement, elle vit par procuration pour ses enfants et par ses enfants. Elle perd son mari, elle perd ses fils. Bah, c'est ça, donc elle s'est juste transposée dans ce qui lui restait, donc c'est un personnage hyper fort à ce niveau-là. Mais après, effectivement, t'es du côté d'Emils de façon assez logique vu le bouquin, donc t'es pas forcément de son côté à elle, quoi. Mais effectivement, je pense que les choses auraient été inversées si ça avait été l'histoire de la belle-mère, et ben on aurait peut-être pu comprendre aussi, enfin l'apprécier davantage probablement. Et que sous plein d'autres aspects, elle est plutôt moderne pour son époque aussi, quelque part. Donc, alors ce qu'il faut ajouter, en plus de ça quand même, parce que c'est vrai que c'est un point important qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'elles ont, Nils et sa belle-mère, donc Bethilem, elles ont 2 cultures pas du tout similaires. Elles n'ont pas les mêmes dieux, pas les mêmes croyances, c'est vraiment pas la même chose, quoi, parce que Nils, elle est hiver, donc Espagne, alors que, enfin, voilà, Carthage, c'est la Tunisie, quoi. Oui. Alors c'est pas loin en soi, mais ça fait quand même plein de changements sur les dieux, sur leur langue, etc. Et c'est un gros point de désaccord, mais d'apprentissage pour Emils déjà au début, parce que tu débarques dans un endroit que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, avec une culture que tu connais pas, avec une langue que tu connais pas. C'est chaud, quoi. Ça n'est pas hyper considéré parce que c'est une princesse, mais pas d'un royaume. C'est pas Carthage, elle n'est pas de Carthage, voilà. Et il y a ça qui joue aussi. Et en plus de ça, elle a la malchance d'être considérée comme, on peut dire, handicapée. Elle boite. Soit. Et puis, en fait, elle arrive déjà, ça part mal, quoi. Elle est boiteuse, elle vient d'un pays qui est considéré comme barbare par Carthage, et elle n'est pas enceinte, a priori. Donc, rien pour elle. Voilà, ça partait pas très bien pour elle niveau relation avec sa belle famille. Dans la famille d'Hannibal, il y a un très fort soutien entre les individus. Il y a quelque chose quand même qui est très fort en termes de lien et
Parce que enfin, les femmes, les deux, la belle-mère et la belle-sœur, elles se sacrifient pour mener la guerre derrière. Oui. Voilà, en Pour être arrière. le soutien, indéfectible de leur côté, quoi. Évidemment, le personnage de Sabrata comment on pourrait définir Sabrata? Sabrata, c'est la prêtresse, c'est celle qui a appris aucun lien de famille avec les personnages principaux. C'est un peu comment on pourrait dire? C'est un peu Angela dans Eragon. C'est vrai. ce personnage comme ça, un peu sorti de nulle part, hyper badass, hyper moderne, qui a l'air de savoir plein de trucs que personne ne sait, quelque part, d'avoir des connaissances ou d'être plus évolué que le reste. Et enfin, c'est un peu, moi je l'ai vu aussi un peu en mode de Viviane d'Arthur aussi, enfin, tu vois, t'as ce côté un peu... Alors elle était un peu plus menaçante, Viviane, mais ouais, qui a plein de connaissances et qui a... Alors, ça dépend des versions, mais... qui prône des valeurs hyper chouettes, quoi. Moi j'ai bien aimé aussi, tu vois, le fait qu'elle suive son truc et qu'elle soit prête à certains sacrifices, entre guillemets. Elle a un côté très masculin dans le cliché de ce qu'est le masculin. C'est-à-dire que... elle a une forme d'égoïsme, elle est prête à faire des choses pour elle, quoi. Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé ça très, très chouette, parce qu'on est content de représenter des femmes de cette façon-là aussi. Je veux dire, c'est pas forcément mal d'être puis ça se comprend, au contraire, là, en plus, en l'occurrence, elle devait rien à personne, entre guillemets, donc oui. L'individualité et le fait d'exister en tant qu'individu et non pas que en tant que utérus ou en tant que femme de... Voilà, c'est ça. C'était très chouette. C'est là aussi. J'ai trouvé qu'Emile, ça a été très très douce aussi. Ouais, elle est pas dans le conflit. J'ai trouvé que c'était pas si courant que ça, cette représentation. Elle est vraiment... elle est vraiment très douce, quoi. Puis ce qui est intéressant, c'est que du coup, sa douceur est pas un signe de faiblesse, parce que souvent, c'est aussi associé, les personnages doux, c'est des personnages faibles qui se laissent faire, etc. Et en fait, alors, c'est le cas à certains moments, notamment au début, mais parce qu'encore une fois, elle est dans une situation où elle peut pas faire grand-chose d'autre, et encore, elle se laisse pas faire complètement non plus, elle est quand même... elle essaye quand même de faire des choses pour s'en sortir. Et plus ça va, plus elle se défend et elle s'impose, mais toujours en douceur, et elle s'impose pas de façon brutale ou en rentrant en conflit avec d'autres, etc. Elle a une espèce un peu d'influence quand même sur les autres, parce que finalement, tout le monde va finir par se confier à elle, si tu regardes bien. Tous ces personnages que tu as l'impression qui sont émotionnellement très verrouillés, ils finissent tous par se confier à elle, quoi. Sa belle-mère, sa belle-sœur, un des personnages masculins, sa cousine. L'orpheline, encore un peu. La petite, ouais. Donc en fait, et même un petit peu l'autre personnage masculin pour vraiment comment dire autrement, qui même lui aussi un peu va un peu dévoiler, quoi. Ouais, elle va avoir un rôle un peu central, alors parce que c'est son rôle aussi de princesse, et que du coup mais même avec des gens un peu moins aisés, un peu moins dans la politique, etc. Donc ouais, je pense que c'est aussi sa façon d'être et de se comporter qui fait ça. C'est souvent des femmes fortes, mais plus classiques, entre guillemets, moins douces, effectivement, et qui sont un peu plus rentre dedans parce qu'elles essayent de s'imposer de cette façon-là. Alors que du coup, Emile, elle s'impose, mais en douceur, finalement. Et elle s'impose sans s'imposer. Elle impose ses choix, mais elle s'impose pas elle. Se fait tout seul. Enfin, c'est comme si c'était irrésistible, en fait. Comme avec elle, tu la fréquentes un certain temps, tu te retrouves à lui confier ta vie et tes secrets les plus intimes. Et puis la citation: notre vie est une vie de sacrifice, Chimilka, que cela vous plaise ou non. L'histoire devait se souvenir de vous comme d'une mère, rien de plus. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Mine de rien, c'est quand même des thématiques hyper dures, c'est pas léger, quoi. Non. C'est pas du tout. Ça se lit très bien, mais c'est pas du tout une lecture légère, quoi. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, mais qui est hyper intéressant et très très révélateur de beaucoup de choses, c'est que Ymils, une fois qu'elle arrive à Carthage, personne ne l'appelle Ymils. On choisit un autre prénom, équivalent carthaginois de son prénom. Chimilka. Voilà. Mais ça l'infantilise aussi un petit peu, parce que c'est un espèce de surnom. Moi, t'avais l'impression, même dans la sonorité, que c'était assez enfantin. Donc c'est une façon je pense, de l'infantiliser et de la réduire encore plus à... c'est juste la femme d'Hannibal, et c'est juste... voilà, quoi. De lui
De lui enlever son identité. De lui retirer sa personnalité, de lui retirer ses origines, son histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a fait renaître du moment où elle se marie avec lui, et tout ce qu'il y avait avant ne compte plus et n'existe plus, et elle n'a plus le droit d'être qui elle est, en fait. Donc elle est plus chez elle, elle est plus avec les gens qu'elle connaît, et en plus elle est plus la même personne non plus. Donc ça... En fait, c'est le nom de son rôle qu'on lui attribue. Mais c'est vraiment très, très important, je pense, dans la manière dont elle se construit une fois qu'elle arrive à Carthage. Et on le voit au moment X où un personnage utilise son vrai prénom, que ça change beaucoup de choses. Elle reprend un peu corps, quoi. Ça semble anodin, mais en fait, c'est un truc vraiment très, très, très important. En fait, ton prénom, ça fait partie de ta personne, de ta personnalité. De ta personnalité. Ouais, et ça se change pas comme ça. En tout cas, pas... c'est pas gratuit, quoi. Pas sans conséquence. Bah non. Et je pense que c'est un choix calculé de la part de sa belle-mère, notamment, de l'appeler comme ça, en fait. C'est une forme de contrôle. C'est une forme de contrôle aussi sur elle. Hein. C'est Hannibal qui commence à l'appeler comme ça. Elle en parle, page 33, elle dit « Depuis peu, son prénom, prononcé à la façon punique, s'est échangé en plainte lasse dans sa bouche. Et même plus de 20 lunes après leur rencontre, il utilisait encore cette forme. Donc voilà, c'est son prénom. C'est son prénom Carthage in mémoire. Donc ça veut dire que, bref, encore une fois, c'est une question d'assimilation. C'est-à-dire que quand tu es une femme, que tu épouses un homme, tu prends sa culture. Voilà, et tu n'as plus le droit à tes dieux, tu n'as plus le droit à ta culture, ta croyance, ton passé, tout est... Voilà, et là, ça va très très loin, parce que ça va jusqu'au prénom donné par sa famille. Donc, tout le temps, quoi. Bah, pas que par sa famille, par tout le monde, du coup, par ricochet. Parce que le titre du bouquin, c'est Emils, elle se voit comme Emils quand elle parle, enfin, quand c'est son point de vue à la troisième personne, c'est Emils, mais tout le monde l'appelle Chimilka dans quasi l'intégralité du bouquin. La toute fin, ce qui était intéressant, c'est que du coup, il y a un prénom choisi qui est le sien. Et c'est important parce qu'effectivement, en fait, elle se voit comme Emils, on la voit comme Chimilka, et c'est deux personnes différentes aussi, en fait, finalement. J'ai beaucoup aimé. De toute façon, j'ai beaucoup aimé ensemble. Même les passages plus lents où tu sais pas où tu vas et tu comprends pas où tu vas. Ça restait agréable à lire et ça restait hyper intéressant. Et sur la liberté, sur le choix, sur les choix, il y a plein de choses hyper intéressantes à plein de niveaux. Pour faire un avis, on va dire, avec plus de recul et plus général, je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que ça reste très lent sur plein d'aspects. Même quand il se passe des choses, on n'est pas sur... il n'y a pas 20 milliards d'actions toutes les 3 pages. On n'est pas sur des tropes... c'est très adulte. On est plus sur de la réflexion, de la prise de position en tant qu'auteur, en tant que... Voilà, une prise de position et une volonté par rapport à l'histoire avec un grand H, etc. Mais du coup, effectivement, je pense que ça peut ne pas plaire parce que c'est pas de la parce que c'est pas de la fantaisie. C'est pas épique, c'est ce que tu disais au début, c'est pas épique du tout, et c'est pas le but en fait. On raconte pas la guerre épique, on raconte la guerre chiante, mais intéressante en fait. Et puis la guerre, on voit même pas, parce qu'au final, on la voit jamais. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est que c'est la grande thématique de tout le bouquin, une des grandes thématiques, et que tu ne la vois jamais cette guerre. Là, c'est comme Hannibal, ça plane, je suis fatiguée. Amidal, le lapsus, c'est terrible. C'est-à-dire sur le lèvre, ça change rien, c'est ça? Exactement. Je comprends. T'inquiète pas, moi aussi j'ai savouré entier, mais oui, c'est ça. Mais non, c'était très très cool, très très chouette, très très intéressant, mais effectivement... Je pense que, en fait, ça dépend ce que tu en attends, mais il faut pas en attendre un truc épique de ouf avec 20 000 combats et des trucs qui se passent partout, c'est pas du tout ça, et c'est juste une nana qui reconquiert sa vie, mais qui le fait en douceur. Et du coup, c'est doux, et c'est lent, et c'est très particulier en termes d'ambiance, mais ça prend son temps, quoi. Il n'y a pas de grande passion, parce que je vais le dire tout de suite, hein. On va pas du tout être... Et d'ailleurs, ça, c'est un des trucs que j'ai adoré, c'est que il y a quand même quelques relations amoureuses qui sont liées, mais il y en a une d'entre elles que j'ai trouvée assez géniale parce que, je ne veux pas préciser pour pas spoiler ni rien, mais il
il y a une relation qui est évoquée à un moment donné et qui était géniale, encore une fois, parce que c'était une relation passionnée au sens purement physique du terme, mais où les protagonistes, qui sont des protagonistes réalistes, savent que ça n'est pas possible, ça n'est pas voué à durer, l'acceptent et se comportent comme des adultes tous les deux. Et ça fait du bien, parce que les mauvaises décisions prises par des héroïnes énamourées, c'est fatigant. Voilà. Ouais, et puis ils sont passionnés, mais à la fois ils ont conscience du truc et de leur responsabilité et de leur vie, quoi. Et ça dure le temps que ça dure, c'est une très belle parenthèse de plein de choses pour l'un et l'autre, ça leur fait du bien pour plein de raisons l'un et l'autre, des raisons totalement différentes, mais quand il faut s'arrêter, bah, il s'arrête et il passe à autre chose. Et voilà, donc c'est un roman adulte. C'est un roman adulte pour les réalistes et sous plein d'aspects réalistes en fait. C'est ça qui est génial, c'est que c'est hyper. C'est un peu ce qui me manque, je trouve, souvent dans plein de romans, même adultes. Hein. Ce côté poétique et beau et historique et tout ce que tu veux, qui fait que ça a un côté épique malgré tout, de par le contexte. Avec des personnages hyper réalistes. C'est-à-dire que là, je trouve qu'on inverse un peu la donne, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une histoire classique, enfin, une histoire, oui, voilà, une histoire hyper basique, avec des personnages plus et super-héros, bah là, on va être dans une histoire qui va être, comment on peut dire, un contexte un peu épique, mais des gens moins épiques. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, c'était très très chouette. Je suis très contente de cette lecture. Je pense que ça me donne envie de lire les autres livres de l'auteur. Bah ouais, puis j'en ai entendu des bonnes choses. C'est Kaamelott qui en parlait pas mal et qui avait fait, je crois, des discussions aussi avec l'auteur et tout. Mais non, c'était une très très chouette lecture et très intéressante. Voilà. Mon devoir m'appelle. Mon devoir étant une petite chose de 2 ans. Et bah, va faire ton devoir envers la petite chose de 2 ans. De toute façon, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on devait dire. On va se faire nos petites conclusions chacune de notre côté. Voilà. Et puis, on vous encourage à lire ça si vous voulez un truc pas trop épique. Et des réflexions cool. Et des personnages cool. Et des trucs qui changent. On se retrouve le lendemain de notre discussion avec Pénélope et je viens pour clôturer un petit peu la vidéo et la lecture d'Emils d'Emmanuel Chastelière publiée chez Argile, comme j'ai dû le dire à peu près 45 fois dans cette vidéo, je pense. Je crois que je vous avais fait le résumé avant, donc j'ai pas forcément besoin d'y revenir. Du coup, je pense qu'on a parlé du principal de ce qu'il y avait à dire sur ce livre. On a relevé plus ou moins, je pense, toutes les thématiques qui étaient importantes. Je voulais ajouter vite fait 2-3 choses que j'ai trouvées intéressantes, enfin on en a parlé mais je voulais un petit peu appuyer dessus avant de vous laisser. En termes de structure, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant puisque on a ce double fil conducteur à travers l'histoire de la guerre et de la liberté. Et comme on l'a évoqué, je crois, hier assez rapidement, en fait, ça s'ouvre sur une scène, donc ce chapitre 1, qui est assez prédictif de plein de choses qui vont se passer. Donc en fait, Emils est dans la forêt pour X et Y raison, et il se passe quelques événements qui vont, eh bien, je trouve, annoncer la vie et les événements futurs de la vie d'Emils. Et j'ai trouvé ça hyper bien fait. Même si sur le moment on ne se rend pas forcément compte, donc c'est en relisant le début, les 3-4 premiers chapitres que j'ai réalisé ça. Mais du coup je trouve ça hyper bien fait et c'est vraiment ce genre de lecture qui gagne à être relue. Parce qu'on met du temps à retenir les personnages, à comprendre les enjeux, etc. Et effectivement en relisant, bah, du coup j'ai compris des choses qui étaient un peu passées à la trappe à la première lecture. Et voilà, et c'était principalement ça sur lequel je voulais insister, à savoir qu'on a vraiment un vrai travail de structure, on a un vrai travail sur les thématiques de la liberté, de la guerre et comment est perçue la guerre, et surtout de ce recul que prend Emils et quelques personnages par rapport aux héros, puisque Hannibal est un petit peu vu, mais je crois qu'on l'a dit hier, comme un Achille ou voilà, un héros grec le serait, et que ça lui fait perdre en humanité, et que Emils est exactement à l'inverse et à l'opposé de son illustre mari, puisqu'elle est extrêmement humaine et pas du tout justement dans l'aspect héroïque, et que ça va pas être une femme héroïque comme on peut voir par exemple Pénélope. Et c'était vraiment très chouette. Je trouve qu'Emmanuel Chastelière a extrêmement bien construit ses personnages, il les a rendus attachants, il les a rendus, comment on peut dire,
on les comprend et même celles qui ont des motivations qu'on pourrait peut-être un petit peu plus remettre en question, en fait, on les comprend. Mais je pense que ça, on l'a dit hier. Bref, j'ai beaucoup aimé cette lecture, je vous la recommande. Je trouvais que c'était vraiment très intéressant, très édifiant sur plein d'aspects et ça permettait la réflexion sur plein de choses aussi et ça donnait envie un petit peu de découvrir ou redécouvrir cette période médiévale des guerres puniques et de tout ce qui a pu se passer dans le bassin méditerranéen. Donc très très chouette lecture, voilà, je suis très très contente, ça m'a donné vraiment, enfin je pense que je le disais aussi hier, très envie de lire plein de publications de chez Argile et je vous annonce qu'apparemment il y a une publication de Florian Soulas qui s'appelle Tonnerre après ruine qui va sortir chez Argile. Donc à suivre, l'auteur également à suivre. Voilà, je vais pas plus parler parce que je pense qu'hier on a été quand même assez complète. Donc n'hésitez pas à me dire si ce livre vous fait envie, si éventuellement vous l'avez lu puisqu'il a été en pré-vente à Westurland et aussi aux Imaginales, je crois. Donc quand même pas mal de gens, je pense, l'ont déjà entre les mains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu et on en reparle si ça vous dit quand vous l'aurez lu, s'il est dans votre wishlist et que vous attendez sa sortie le 9 juin. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite comme d'habitude plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.